La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Deuxième partie. Chapitre 5. État, comportement ou actes instinctifs des êtres animés, des animaux. Présages tirés des monstruosités animales. Monstre parasite et naissance monstrueuse. Début de citation. Si un bélier, si un mâle quelconque est tué et qu'à l'intérieur se trouve un petit chien, le roi fera prospérer les maisons de ses serviteurs. Si à l'intérieur se trouve un bouquetin, le fils du roi s'emparera du trône. Fin de citation. Le cas est ensuite envisagé où, à l'intérieur de l'animal, se trouve soit un cerf, soit un cheval, soit un âne, soit un bœuf, soit un corbeau, soit un poisson, soit un serpent. Présage tiré de la portée d'une brebis. Début de citation. Si une brebis met bas un lion, les armes abattues se relèveront, le roi n'aura pas de rival. Si une brebis met bas un lion et qu'il ait un œil d'homme, le roi d'un pays puissant s'emparera du pays. Si une brebis met bas un lion et qu'il ait un œil de bélier, les troupeaux n'auront pas de petits. Si une brebis met bas un lion et qu'il ait un œil d'âne, grande famine dans le pays. Si une brebis met bas un lion et qu'il ait un œil de chien, Nergal dévorera, peste. Si une brebis met bas un lion et qu'il ait un œil de cochon, la princesse mourra. Si une brebis met bas un lion et qu'il ait un œil de Humbaba, le prince n'aura pas de rival. Il ravagera le pays de son ennemi. Fin de citation. Plus de 120 présages de ce qui arrivera selon la progéniture qu'aura la brebis sont inscrits dans le recueil. Une autre section, la 7e, en comprend 75. On peut d'ailleurs penser que leur nombre est beaucoup plus considérable. En effet, dans la section 7, la moitié seule des présages a comme introduction « si une brebis », tandis que les autres portent « si le petit », ce qui permet logiquement de conclure qu'il s'agit du petit de la brebis. Ailleurs, section 14, au milieu de présages où il est question du « petit », il est question de ses cornes, et l'on admet le cas où il a une corne de bœuf. Il est donc toujours question du même animal. Les ovidés des Mésopotamiens, comme il se voit d'après les monuments, étaient des espèces à cornes. Dans cette énumération, on remarque dans la série animale presque toutes les malformations que pouvait présenter un enfant. Tantôt elles sont considérées en général, tantôt dans une classe déterminée, les brebis, les juments, les chiennes. Des moutons. Actes instinctifs. Début de citation. Si des moutons bêlent dans une bergerie, la bergerie sera détruite. Si des moutons se pressent les uns contre les autres dans leur bergerie, la bergerie sera détruite. Si des moutons, les uns sont tristes, tandis que les autres mangent, le troupeau connaîtra la famine. Soit la tête d'un mouton qu'on vient d'égorger. S'il lèche sa lèvre supérieure, le roi fera des concessions à l'ennemi. S'il lèche sa lèvre inférieure, l'ennemi fera des concessions au roi. S'il avance ses lèvres, colère du Dieu contre l'homme. S'il soulève ses lèvres, colère du Dieu contre l'homme. S'il gonfle ses deux joues, les jours du prince seront de longue durée. Fin de citation. Actes instinctifs des chiens. Début de citation. Si un chien s'arrête devant un obstacle l'arrêtera. Si un chien s'arrête à son côté, protection du Dieu sur cet homme. Si un chien se couche sur son lit, courroux du Dieu contre l'homme. Si un chien se couche sur sa chaise, sa femme le suivra dans le malheur. Si un chien dans une maison couvre une chienne, ruine de cette maison. Si un chien dans une maison éteint le feu qui brûle, une révélation se produira dans cette maison. Si un chien blanc pisse sur un homme, épreuve pour cet homme. Si un chien noir pisse sur un homme, la maladie le saisira. Si un chien brun pisse sur un homme, bonheur pour cet homme. Si un chien pisse sur le lit d'un homme, une maladie grave le saisira. Si un chien pisse sur la chaise d'un homme, perte de considération. Si un chien pisse sur la table d'un homme, courroux du Dieu. Si un chien veut entrer dans un palais, sur ce palais le feu tombera. Si un chien bigarré entre dans un palais, tout ce qui s'y trouve sera livré à l'ennemi.
Si un chien entre dans un palais et tue quelqu'un, accroissement de tout ce qui est dans ce palais. Si un chien entre dans un palais et se couche sur un trône, bouleversement du palais. Si un chien entre dans un palais et se couche sur une table, tout ce qui s'y trouve sera livré à l'ennemi. Si un chien entre dans un temple, les dieux n'accorderont pas leur bienveillance au pays. Si un chien blanc entre dans un temple, les fondations du temple seront stables. Si un chien noir entre dans un temple, les fondations du temple ne seront pas stables. Si un chien brun entre dans un temple, prospérité pour ce temple. Si un chien jaune entre dans un temple, prospérité pour ce temple. Si un chien bigarré entre dans un temple, faveur des dieux pour ce temple. Fin de citation. Suivent les cas où les chiennes mettent bas devant la porte de la maison, dans le WC, où les chiens aboient dans les rues, se battent, jouent ensemble, etc. Début de citation. Si les chiens hurlent dans les carrefours, mauvais présage, un ennemi s'approchera de cette ville. Si des chiennes aboient dans les portes, détresse, la peste régnera dans le pays. Si des chiens s'assemblent et hurlent, chute de la ville et destruction. Si des chiens hurlent dans les rues, la famine ravagera le pays. Fin de citation. Sur les cochons, fragment de tablette, les protases sont seules conservées. On observe si les cochons sont effrayés, se promènent ou sautent dans la grande rue, s'ils y galopent, la queue dressée ou entre les pattes, etc. Les serpents et les lézards. Début de citation. Si un serpent se dresse contre un homme, siffle et sort sa langue, cet homme deviendra vieux, mais mourra de mort violente. Si un serpent tombe à la gauche d'un homme, réalisation de ses désirs. Si un serpent tombe derrière un homme, réalisation de ses désirs. Si un serpent tombe sur l'épaule d'un homme, mauvais présage, l'homme mourra. Si un serpent tombe dans le sein d'un homme, ses fils mourront. Si un serpent est lové sur le lit de quelqu'un, les yeux de la femme de l'homme en question se tourneront, et elle vendra ses enfants pour de l'argent. Si un serpent est allongé sur le lit de quelqu'un, même présage. Si un serpent se dresse sur le lit de quelqu'un, le Dieu de l'homme en question lui accordera une descendance. Si un serpent tombe sur le lit de quelqu'un, l'homme en question connaîtra le malheur. Si un lézard grimpe sur le lit d'un malade, ce malade se débarrassera de son mal. Si un lézard blanc est dans la maison de quelqu'un, anéantissement de la maison. Si un lézard noir est dans la maison de quelqu'un, cette maison aura un Dieu protecteur. Fin de citation. Le texte prévoit ensuite ce qu'il adviendra si un lézard est aperçu sur la table, la chaise, le fourneau, dans la rue, le jour, la nuit, etc. Les blattes. Le vocabulaire de la faune assyrienne nous est imparfaitement connu, les grandes espèces mises à part. Comme c'est le plus souvent par les présages que le problème se pose, on conçoit la difficulté d'y retrouver les caractères instinctifs qui permettraient l'identification. La comparaison des noms avec le vocabulaire des langues de même groupe est souvent impossible, le scribe ayant désigné les animaux dont il parle par un idéogramme dont on ignore la lecture. Il faut d'ailleurs se méfier des glissements de sens de langue à langue. Igalou est le poulain en assyrien, Egel le veau en hébreu. Pour les insectes notamment, nous en sommes réduits aux conjectures. C'est donc sous toute réserve que nous donnons le sens de blatte, qui paraît le mieux convenir, comme le propose le traducteur, au texte suivant. Début de citation. Si des blattes brunes et noires sont vues dans la maison d'un homme, présage, pour la femme de cet homme, que le maître de la maison mourra. Si des blattes noires sont vues dans la maison d'un homme, premièrement, le maître de cette maison vieillira. Deuxièmement, déplacement et voyage. Si des blattes noires qui ont des ailes sont vues dans la maison d'un homme, cette maison sera ruinée, le fils de cet homme mourra. Si des blattes blanches sont vues dans la maison d'un homme, cette maison sera détruite par effondrement. Si des blattes vertes sont vues dans la maison d'un homme, calamité, cette maison sera détruite. Le propriétaire de la maison ne prospérera pas. Si des blattes noires et brunes s'entretuent dans la maison d'un homme, cette maison sera gratifiée d'un songe favorable. Si des blattes blanches et noires s'entretuent dans la maison d'un homme, gémissement dans cette maison, elle sera ruinée, deuil.
Si des trous de blattes sont vus dans la maison d'un homme, cette maison sera ruinée, détruite. Si des blattes sont vues dans la maison d'un homme à l'entrée de la porte extérieure, ruine de la maison. Si des blattes sont vues dans la maison d'un homme, dans un chaudron de bronze, tout ce qui appartient à cette maison sera pillé. Si des blattes sont vues dans la maison d'un homme dans la réserve à blé, les réserves seront remplies et bien pourvues. Si des blattes sont vues dans la maison d'un homme, dans la réserve à sésame, le maître de la maison connaîtra l'infortune. Si des blattes sont vues dans la maison d'un homme, dans la réserve à huile, cette maison ne prospérera pas. Fin de citation. À côté, le scribe a écrit « hi, bi », brisé, effacé. Il copiait donc un original ancien où le second présage manquait, par la suite d'une cassure de l'argile. Les scorpions. Les piqûres des scorpions, selon l'endroit atteint, sont source de présages. Une grande part de l'obscurité de ce texte, dont nous ne donnons, comme des autres, qu'un extrait, est due à ce qu'on ignore quelles parties du corps sont représentées par les termes employés. Début de citation. Si un scorpion pique un homme à son jarret droit, la seconde année, le messirou l'emportera. Si un scorpion pique un homme à son jarret gauche, dans le malheur, le puissant lui sera favorable, il aura de quoi manger. Si un scorpion pique son chapoule droit, il sera éprouvé. Si un scorpion pique son chapoule gauche, son cœur vivra. Si un scorpion sous son pied droit le pique, la troisième année, il ira bien. Si un scorpion sous son pied gauche le pique, la marche restera possible. Fin de citation. On remarque que les deux derniers présages sont plutôt des pronostics médicaux que des omens proprement dits. Les fourmis. Début de citation. Si les fourmis sont en grand nombre à l'entrée de la porte de la ville, anéantissement de la ville. Si des fourmis noires sont en grand nombre à l'entrée de la porte de la ville, démons dans la ville. Si des fourmis se dirigent du côté du lever du soleil, anéantissement de la ville. Si des fourmis se dirigent vers le côté du coucher du soleil, la fortune de la ville sera instable. Fin de citation. Présage divers s'il s'agit de fourmis d'autres couleurs, rencontrées au château, au temple, dans la grande rue, sur la muraille. Le cathare roux. Le cathare roux est-il un animal? En ce cas, un insecte quelconque? Telle est l'opinion de A. Boissier. C. Berthold, dans son lexique, en fait un champignon. Par conséquent, ici, il s'agirait de plaques de moisissure. Dans le doute, je rapporte les présages du cathare roux à la fin de cette section, faisant transition avec les présages tirés des plantes. Début de citation. Si un cathare roux se trouve dans la maison d'un homme sur la paroi du mur nord, le maître de la maison mourra, et cette maison sera détruite. Si un cathare roux se trouve dans la maison d'un homme sur la paroi du mur est, la maîtresse de la maison mourra, et cette maison sera détruite. Si un cathare roux se trouve dans la maison d'un homme sur la paroi du mur ouest, le fils de cet homme mourra, et cette maison sera détruite. Si un cathare roux se voit sur la paroi de fragment manquant, la fiancée de la maison mourra. Si des cathares roux noirs remplissent la maison d'un homme, le maître de la maison sera fortuné, il sera ferme sur ses bases. Fin de citation. Suivent les présages concernant les cathares roux de toutes les couleurs, d'après l'endroit où l'on peut les rencontrer. Réserve à mettre l'huile, les couloirs, le sanctuaire, l'écurie, les magasins, etc. Divination par le vol des oiseaux. Ornithomancie. Présage tiré de la rencontre et du vol des oiseaux. Puisque les Babyloniens et les Assyriens attachaient de l'importance aux actes instinctifs des animaux de tout genre, à la présence des reptiles et des insectes, il était bien naturel que les oiseaux aient part à leurs préoccupations. Mais les oiseaux ne sont pas traités autrement que les autres espèces animales. Il n'y a pas trace d'une codification systématique de leur vol, comme chez les Latins et les Étrusques. Le plus souvent, ce sont les oiseaux de grande taille, le faucon, l'aigle, le corbeau, l'oiseau des trous, encore mal identifiés, dont les apparitions donnent lieu à des présages. Le cas échéant, de plus petits oiseaux peuvent être consultés dans ce but. Début de citation. Si un oiseau traverse le chemin que suit un homme, en allant de gauche à droite,
cela n'est pas favorable. Si un oiseau s'envole en mangeant et qu'il vole vers la gauche de l'homme, cet homme, où qu'il aille, sera en bonne santé. Si un faucon, sourd-doux, est en train de chasser et qu'il vole de la gauche vers la droite du roi, le roi, où qu'il aille, remportera la victoire. Si un faucon est en train de chasser et qu'il vole de la droite vers la gauche du roi, le roi, où qu'il aille, accomplira ses désirs. Si un faucon est en train de chasser, qu'il emporte sa proie et qu'il vole devant le roi, où qu'il aille, accomplira ses désirs. Si un faucon est en train de chasser et décrit un cercle autour de l'endroit où se tient le roi, un roi ennemi brisera devant lui la porte de la ville et y entrera. Si un faucon est en train de chasser et qu'il vole devant le roi en tenant sa proie dans son bec, le roi, où qu'il aille, remportera la victoire et subjuguera de ses mains l'ennemi. Fin de citation. Sur le corbeau, à Haribou, nous possédons une lettre de Balassi, devin du roi Assaradon, dans lequel il répond à une demande de renseignement que lui avait envoyé le monarque. Début de citation. Au sujet du corbeau dont m'a parlé le roi. Si un corbeau rapporte quelque chose dans une maison, la main du propriétaire atteindra quelque chose qui ne sera rien. Si un faucon ou un corbeau laisse tomber quelque chose qu'il a pris dans la maison de quelqu'un ou devant le propriétaire de cette maison, celle-ci pourra devenir riche. Si un oiseau de proie laisse tomber dans la maison de quelqu'un de la viande, un oiseau ou quelque chose autre qu'il ait pris, le possesseur de la maison vivra dans la splendeur. Fin de citation. Maintenant, voici les aigles. Début de citation. Si des aigles, en grand nombre, volent ensemble, des panthères attaqueront la ville. Fin de citation. Nous possédons aussi la mention des colombes, des hirondelles et des coqs, l'oiseau bigarré, des oiseaux d'eau, arabanou. Début de citation. Si un homme va en voyage et se met en route, qu'il rencontre un arabanou et que celui-ci aille de la gauche à la droite de l'homme, cet homme, où qu'il aille, aura du profit. Il reviendra sain et sauf. Si dans les mêmes circonstances, l'oiseau part d'au-dessus de l'homme pour voler devant lui, cet homme accomplira ses désirs. Fin de citation. Nous terminerons par un fragment de lettre dont le destinataire est inconnu. Encore une consultation par lettre. On y voit que les terrasses sont naturellement considérées comme un observatoire propice pour tous les phénomènes, en particulier pour le vol des oiseaux. Début de citation. N'est-il pas bon de conduire les hommes sur le toit du temple ? Au petit matin, on perçoit certaines sortes de présages, soit d'oiseaux, soit de quelque autre source. Sur le toit du temple de Marduk, dont le roi m'a parlé, il est bon de monter. Le mois d'Elul est favorable à cela, et particulièrement le 2e jour de ce mois. Que l'on tente une fois l'expérience. Fin de citation. L'ornithomancie chez les Hittites. L'ornithomancie hittite comptait, comme moment le plus important, celui où les oiseaux entraient dans le champ de la vision. Puis venaient comment ils y volaient, puis se posaient à terre. Le comportement général de l'oiseau, son cri, avait de l'importance. Les rois interrogeaient le vol des oiseaux. Dans les annales pour l'an 9 de son règne, Mursil II rappelle qu'un de ses généraux lui demanda une interrogation de ce genre avant d'aller en expédition. En l'an 19, alors qu'il allait tomber dans une embuscade, un oiseau classé parmi ceux qui donnent des présages lui indiqua de s'arrêter. De ces oiseaux, nous connaissons, comme à Babylone, l'aigle, l'oiseau des trous, l'alliache, qui est peut-être la colombe, et l'arraniche, que nous n'identifions pas, à ne pas confondre avec l'aigle, haraniche. Voici d'ailleurs quelques lignes d'un texte hittite ornithomantique. Début de citation. Puis un aigle et un haraniche, en hauteur et en avant, vinrent gentiment du fleuve. Puis ils regagnèrent le fleuve. Ensuite, de nouveau, derrière le fleuve, ils vinrent gentiment. Ensuite, ils s'en allèrent au-delà du fleuve. Ils recommencèrent de nouveau, et ils revinrent au fleuve, etc. Fin de citation. Bref, ces oiseaux qui passent et repassent le fleuve sont suivis de plusieurs autres groupes d'oiseaux d'espèces différentes qui en font autant. En Canaan, à Ras Shamra. La divination par le vol des oiseaux n'est guère plus systématisée en Canaan qu'en Babylonie. Aucun passage de la Bible ne s'y rapporte directement. Le corbeau de l'arche ne me semble point symbolique. Son rôle est bien celui d'un oiseau résistant, capable d'aller au loin pour trouver sa nourriture.
Dans la littérature talmudique, il en est sporadiquement question, mais à cette époque, Grecs, Latins et Arabes sont experts en la matière. Dans les textes de Ras Shamra, dans la légende de Danel, où nous verrons pratiquer l'hépatoscopie, justement par le foie des aigles, il est question du vol des aigles à plusieurs reprises. Chez les Grecs. Les Grecs ne paraissent pas avoir codifié l'examen du vol des oiseaux. C'est un phénomène générateur de présages comme tant d'autres, mais nullement systématisé. Homère connaît l'ornithomancie, aussi Calchas, après les devins de l'âge précédent tels que Tirésias. Ses origines, on la doit à Parnassos, fils de Poséidon, ou à Prométhée, le civilisateur. Un des premiers soins des devins fut de limiter la liste des oiseaux, d'ordinaire des rapaces, capables de fournir des présages. L'aigle, oiseau de Zeus, le corbeau, oiseau d'Apollon, auquel Pindare reconnut 64 cris d'hiver, la corneille, oiseau d'Athénée dont les présages sont inverses de ceux du corbeau, et bien d'autres, selon les époques. Certains oiseaux par nature étaient favorables, d'autres funestes. Puis l'augure appréciait le vol, le cri, l'assiette ou siège, l'attitude ou opération, mais avec moins de précision que son collègue étrusque ou romain, car il ne déterminait pas de templum, c'est-à-dire de champ de vision. Un vol élevé, rapide, était favorable. Le contraire était funeste. La valeur du cri dépendait de sa fréquence, de son intensité, etc. Tout ceci en tenant compte de la droite et de la gauche, comme nous l'avons rappelé ci-dessus. L'alectrionomancie. Cependant, on sollicitait le coq de façon assez particulière. On traçait sur le sol un cercle portant les lettres de l'alphabet, et, sur chacune, 1 ou 2 grains de blé. On introduisait dans le cercle un coq consacré, il picorait de droite et de gauche, désignant des lettres qu'on s'efforçait d'assembler en mots intelligibles. C'était l'alectriomancie. L'ornithomancie étrusque et romaine. Les Romains, à la suite des Étrusques, avaient poussé plus loin l'ornithomancie. Lorsqu'il s'agissait d'obtenir des auspices, c'est-à-dire des augures, mot dérivé de avispicium qui indique à quel point les oiseaux étaient mêlés à la mantique, le consul, avant tout acte important de la vie publique, consultait le vol des oiseaux, assis dans une tente ouverte sur le côté. Il observait la partie du ciel limitée par l'ouverture qui constituait le templum. Les présages, comme pour les Grecs, étaient tirés du vol, du cri, du comportement de l'oiseau et de la direction d'où venait le présage. Cicéron nous a décrit ce mode de consulter les dieux, de divinatione 2, et Pline, dans son Histoire naturelle, nous éclaire sur la valeur mantique de certains oiseaux. Ainsi, le rapace du nom d'Aegitus, épervier, donnait des présages tout à fait excellents pour les mariages, les affaires et l'argent. Les oiseaux acceptés pour donner des augures se rangeaient en 2 catégories, les alites, dont on interprète le vol, et les oskines, dont on interprète le cri. Parmi les premiers sont les grands rapaces. Le corbeau, la corneille figurent parmi les seconds. Les cas pouvaient se présenter de présages contradictoires dans une même consultation. On pratiquait l'accord entre eux, consensio, par une sorte de moyenne. Lorsqu'une consultation en vue d'une entreprise quelconque était troublée par le bruit, la chute d'un objet, l'apparition d'oiseaux de mauvais augure comme la chouette, le hibou, obscenae aves, l'entreprise était rapportée au moins jusqu'au lendemain, après nouvelle interrogation des dieux. Les Romains adoptèrent ensuite une méthode plus expéditive, basée sur la façon dont certains volatiles, des poulets le plus souvent, prenaient leur nourriture. C'était un point limité de la méthode générale, car Virgile nous montre Énée suivant de l'œil les colombes que lui envoie Vénus, sa mère, et observant qu'elles mangent en volant. Nous avons vu ci-dessus que les Babyloniens tenaient soigneusement compte de la même particularité. Les Romains employaient cette sorte de divination, et l'officiant portait le nom de pullaire. Les tables eugubines. Bien que nous ayons pris pour principe de n'exposer que le strict nécessaire des mantiques autres que celles de la Mésopotamie, et seulement pour les comparaisons à instituer, les tables eugubines nous offrent une trop belle occasion de rapprocher le rituel romain du rituel oriental pour que nous n'en disions pas quelques mots. Découvertes en 1444 à Gubbio, ces plaques, au nombre de 7, contiennent, écrites en caractère étrusque et en caractère latin, une rédaction, en ombrien, d'un rituel de purification. Parmi les cérémonies est la consultation des auspices par la méthode impérative, c'est-à-dire en les obtenant sur demande. On convient donc auparavant avec les dieux des signes qui sont attendus. Début de citation. Je stipule que tu observes l'épervier et la corneille à droite, le pic et la pie à gauche,
les oiseaux volant de gauche et les oiseaux chantant de gauche étant favorables. Quand celui qui va observer les oiseaux chantants aura pris position, qu'on ne fasse aucun bruit, que rien ne tombe, et que celui qui observe ne se retourne pas. S'il se fait quelque bruit, ou si quelque chose tombe, le jour est défavorable. » Fin de citation. C'est ainsi que s'accomplissait la cérémonie, et si, à la fin, on s'apercevait de quelque oubli, il fallait tout recommencer. Les Babyloniens, plus prudents, effectuaient souvent une cérémonie expiatoire la veille d'une grande fête, pour racheter les manquements au rituel qu'on ne manquerait pas de commettre le lendemain. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain, un sacré morceau qui sera consacré à l'extispicine, autrement dit, la divination par les entrailles.